Salut tout le monde, c'est Pascal de Hacky de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Merci. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, on va regarder la preview, faire la preview, explication, mon avis personnel. Voilà un peu comment fonctionnent les mécaniques du jeu de Pit. Ok, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, c'est ce qui est écrit sur la boîte, 2 à 4 joueurs, mais ça se veut un jeu semi-coopératif, un petit peu d'arène, combat l'un contre l'autre, avec un objectif commun, et le but de cet objectif à la fin, après avoir survécu, bien sûr, les deux doivent survivre et compléter l'objectif, c'est le joueur qui aura fait le plus de points durant toute la partie, qui gagne la partie, qui sera déclaré le grand champion ou héros. Donc bien évidemment, il y a un mode solo qui est disponible, il y a un mode full coopération, il y a un mode aussi, mode super dur et un mode pas plus facile, non, un mode super dur. Et déjà le jeu est quand même assez compliqué en soi, assez dur en soi, c'est du combat d'arène on va dire, hein, donc c'est assez dur en soi. Et donc voilà, un peu en résumé. Je précise encore une fois, même si je le dis dans ma vidéo de présentation sur la table ici, que c'est un prototype qui m'a été envoyé, donc rien n'est final, même les règles ne sont pas finales. J'ai une version 0.x quelque chose qui change encore et toujours en cours de route. Le jeu sera disponible sur Kickstarter, donc au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'il sera déjà, la campagne sera terminée, ou vous serez en pleine campagne, ouais. Et la campagne commence le 14 juin 2022. Le jeu est fait par Dodo Corporation, les liens sont dans la description si vous voulez voir tout ce qu'il y a à voir concernant le jeu. Donc en gros, on va aller sur la table, on va aller regarder ça. Je vais vous présenter grosso modo les mécaniques, vous donner un avant-goût de comment fonctionne le jeu pour voir s'il vous intéresse. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne mon avis et puis qu'on se parle. Voilà, qu'on se parle. Ça vous tente? C'est parti. Générique pourri. Donc nous voici le plateau, le setup est fait, donc l'installation est faite. Comment ça fonctionne? Nous avons, alors tout ceci en premier lieu, c'est un prototype, rien n'est définitif, les règles ne sont pas définitives non plus, elles sont toujours en cours d'écriture, donc il pourrait y avoir des modifications par rapport à ce que je vais vous expliquer ou vous montrer. C'est la même chose pour tout le matériel qu'il y a ici. La seule chose que j'ai pu recevoir, ce sont 2 joueurs ou 2 héros et un boss. Il y aura bien évidemment plusieurs héros et plusieurs boss disponibles et encore plus de monstres disponibles dans le jeu pendant la campagne, dans la version finale du jeu. Mais pour le prototype et la démo, c'est tout ce que j'ai reçu. Donc nous avons seulement une miniature pour les 2 héros ici, des petites miniatures. Ici, et nous avons une miniature pour le boss que j'ai reçu dans le prototype, qui est une grosse araignée quand même, assez dégueulasse en soi. Et mais je sais que dans le jeu de base il y en aura plus, et sûrement plus encore dans les stretch gold. Et au niveau des créatures ou des monstres, hormis le boss, nous avons ici des minions en standees. Nous avons différents mini-boss ici, que vous pouvez voir directement en standees aussi, dans le petit coin. Et voilà, donc comment se prépare le jeu grosso modo, vite fait. Nous avons le gros plateau, nous mettons les 2 terrains de chacun des héros qui sont séparés comme ceci, donc on les positionne au milieu de l'arena, on va dire, c'est l'arena. Nous avons le pit ici, qui est aussi une miniature comme on peut le voir, qui est mis au centre de l'arène. Et nous avons aussi, comme on peut voir sur les différentes tuiles ou terrains de chacun des héros, nous avons différentes lignes. Donc ici nous avons un petit carré qui indique ici que c'est la safe zone. C'est la même chose pour l'autre héros dans le coin supérieur ou dans le coin opposé. Nous avons ici des petites lignes bleues pour délimiter la zone d'influence ici, qui sert entre autres à faire autre chose. C'est la même chose de ce côté là, on peut le voir ici, la zone d'influence de l'autre héros. Et nous avons aussi la
zone de combat, on va dire, ou le pit ici, qui est la zone où il peut se passer de tout et n'importe quoi. Le pit ici est temporaire, au début il est là, mais à un moment donné, le pit va disparaître pour faire apparaître le boss à la place, donc il faudra l'enlever et mettre le boss au milieu à la place. Ça indiquera qu'en fait qu'on sera arrivé dans une phase où le boss est maintenant présent et il va tout détruire pour essayer d'arriver à tuer les héros le plus vite possible. Alors ce jeu est un jeu de semi-collaboration de base, c'est-à-dire qu'il est indiqué que c'est un jeu de 2 à 4 personnes, de 2 à 4 joueurs, mais il peut très bien être avec un mode solo, un mode full coopération, un mode aussi où même si le boss est mort avant la fin du jeu, de la partie, on peut continuer à jouer et aussi jusqu'à la fin du jeu, pardon. Et l'autre phase, une autre phase aussi, c'est que on peut faire apparaître le boss dès le début pour mettre une sorte de mode crazy là, où en fait il va falloir essayer d'arriver jusqu'à tenir jusqu'à la fin du jeu de la partie et donc sans mourir avec les conditions de défaite. Et après ben voilà, celui qui aura le plus le point de victoire ou le plus de points gagnera la partie. Donc dans le mode de base de simple, c'est semi-coopératif. Donc en gros, les deux héros, parce que là on voit que c'est un 1 contre 1, chacun des joueurs joue ce qu'il a à faire, on va dire. Quand le boss apparaît, on doit tuer le boss ensemble. Les deux héros doivent survivre et à la fin, avant la fin de la partie, si le boss est mort et que les deux héros sont encore vivants, c'est le héros qui aura fait le plus de points parmi toutes les actions ou les choses qu'il aura pu faire pendant la partie qui gagnera cette partie-là et il sera déclaré le grand vainqueur. Voilà. Pour faire, avant de passer, on va regarder vite fait le board. Donc dans le board ici, on a différentes choses. On a ce côté-ci avec, comme vous pouvez voir, on voit 4 emplacements d'inventaire en fait pour pouvoir mettre les objets d'un héros. Ici, l'endroit où on va pouvoir mettre les power tokens, donc les tokens qui servent à débloquer des habilités. Nous avons ici la même chose de l'autre côté, donc les 4 emplacements pour l'autre joueur, l'autre héros, le pit pour pouvoir mettre les power tokens. Nous avons ici la désignation faite des 4 minions, parce qu'au début il va falloir placer des minions de façon aléatoire. Ils ont chacun leurs spécifications, donc on voit qu'ils ont même des petits numéros dessus, le 1, le 2, le 3, le 4. Chacun a leur point de vie, leur force d'attaque, leur force de défense et leur déplacement et vue. Voilà. Nous avons ici la pile des cartes de trésor, et la défausse de cartes de trésor. Nous avons ici les différents rounds, donc les différents, je sais plus c'est quoi déjà round en français, les différents tours, on va dire. Nous avons ici la pile des événements et la pile de discard ou la pile pour enlever les écrans quand on les a joués. Nous avons ici un résumé des différentes phases et ici nous avons, comme je l'ai dit, le plateau de jeu ou l'arène, le pit, on va dire plus précisément. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Différentes choses encore. Chacun des joueurs va prendre 2 dés, donc un dé blanc et un dé noir, chacun d'eux. Chacun va prendre un plateau de personnages. Donc dans cette démo là nous en avons que 2. Nous avons Redex et un autre personnage qui s'appelle Erizel, une sorte d'Erizel, voilà. Donc comment est le plateau ? Sur le plateau, nous avons différentes choses. Je vais peut-être y aller avec Erizel qui est un petit peu plus visible. Je trouve que Redex est sombre. Donc voilà, on pourra mieux voir avec celui-ci. Donc, ce qu'on peut voir ici comme indicateur, nous avons son nom, une petite photo, un petit peu de flavor, c'est-à-dire un petit peu de... c'est le Fallen One. Nous avons d'un côté les différentes habilités qui peuvent être débloquées. D'un autre côté, l'autre habilité qui peuvent être débloquées. Nous avons ici sa force d'attaque, sa force de défense et son point de déplacement. Et ici, nous avons sa barre de vie qui va de gauche à droite. Donc dans le rouge, ensuite du jaune, rouge, jaune et ensuite, on va dire, une sorte de bleu avec tête de mort. Vous l'aurez compris, en fait, quand vous prenez des dommages, vous commencez à gauche et vous allez le plus à droite. Une fois que vous êtes là, vous êtes mort. Le fait d'être mort ne veut pas dire que la partie est terminée, ça veut juste dire que en fait vous devez revenir dans la zone, la safe zone en fait, pour repartir au prochain tour.
Et nous avons ici une habilité qui peut être utilisée spécifiquement par ce personnage. Et en fait, ce sont des personnages qui sont asynchrones, donc ça veut dire qu'ils sont tous différents. Chacun d'eux a aussi son propre deck d'habilités ou de cartes qui sont toutes spécifiques à lui et donc différentes. Chaque héros n'a pas les mêmes. Nous avons ici différents tokens. Au niveau des tokens, nous avons des tokens de trésors, des tokens de poison, des tokens de pièges, des tokens de... je sais plus trop, là, un peu de tout, de souls, ce genre de choses, un petit mélange de tout ça. Nous avons ici les dés, donc chacun des joueurs prend donc, comme je l'ai dit, un dé noir et un dé blanc qui servent en fait à positionner, vous allez voir un système de positionnement des différentes choses sur le plateau. Je vais vous l'expliquer. Nous avons un dé de déplacement pour les ennemis qui est constitué juste de flèches. Et chacun des héros prend aussi 4 dés qui servent à attaquer et à se défendre. Voilà. Sur ces dés-là, nous avons simplement soit des épées pour un point d'attaque, soit des boucliers pour un point de défense. Nous avons ici des flèches qui sont un point de bonus. Donc point de bonus, quand on est défenseur, ça fait un des boucliers de plus. Quand on est en attaque, ça fait une épée de plus. Et nous avons aussi un fameux X ici, qui veut dire que finalement c'est raté complètement. Donc on n'a rien du tout. Nous avons ce dé-ci aussi qui va servir pendant la phase de boss. Donc au moment où je vous expliquerai le boss, je vais pouvoir vous montrer comment cela fonctionne. Nous avons différents jetons ici, des jetons pour des power tokens, des jetons pour des dégâts qu'on prend, les différentes choses qui vont indiquer qu'on a du poison, puis tout ça. Nous avons ici des tuiles qui représentent des murs, et je pense que j'ai pas mal fait le tour au niveau des éléments de décor. Non, nous avons ici des éléments, en fait, ce sont des artefacts ou des trésors légendaires que nous pourrons récupérer pendant les différentes phases des héros. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, comment on fait le setup? Vite fait, on prend notre personnage, on prend le paquet de cartes qui va avec, on prend notre miniature, on dépose notre miniature dans son plateau à lui. Donc pour lui, il va être de ce côté-là. On met sa miniature dans la zone la safe zone, en fait, la zone où on est tranquille, on va dire, la safe zone, désolé, je vais le mettre en anglais, et on met son personnage à l'intérieur, et chacun de nous va commencer à poser 2 lignes de murs. Comment ça fonctionne? Donc vous voyez, on a des murs ici, je les ai déjà positionnés, mais comment ça fonctionne? Chacun des joueurs va commencer à mettre son propre mur, donc il va lancer les 2 dés comme ceci, il va voir que là j'ai fait un 5 noir et là j'ai fait un 6 blanc. Nous avons ici une ligne blanche et nous avons ici une ligne noire, donc en fait ce sont comme des coordonnées. Je vais aller à 5, je vais aller à 5 noirs, je vais aller à 6 blanches, je vais aller à la rencontre des 2 et je vais mettre mon premier morceau de mur. Donc imaginons, je vais enlever celui-ci, que c'est le cas exactement pour celui-ci. Donc on va dire que 5 ce serait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ce serait ici, donc on aurait un mur à mettre ici. Ou imaginons que j'ai fait exactement ce qu'il y avait écrit ça, donc en gros je pose mon premier morceau de mur ici. Voilà, par exemple. Et ensuite, j'ai le choix de mettre les 2 autres morceaux, parce qu'il faut faire un mur de 3 morceaux, où je veux. Donc, soit je pourrais très bien décider de mettre les 2 autres comme ceci, les mettre comme ceci, si ça me fait plaisir, ou les mettre en diagonale. Je ne peux pas faire un mur un peu n'importe comment, il faut que ça reste quand même une ligne droite. Donc, soit comme ça, ou même dans ce sens-là. Voilà, le choix est le mien, on va dire. Ensuite, l'autre joueur fait la même chose, il pose son premier mur, le premier joueur repose encore un mur, comme ceci, l'autre pose encore un mur, donc voilà, au départ, on a chacun 2 lignes de mur, ça c'est fait. Ensuite, chacun va poser un trésor, donc ça aussi c'est pendant le setup, on recommence, on lance les dés, on a les résultats, on pose le trésor à l'endroit indiqué des différentes coordonnées, l'autre joueur fait exactement la même chose. Bon, maintenant, si nos murs ou le trésor tombent, par exemple, dans la zone ici, en gros, ce qu'il faut faire, ce serait le mettre dans une case adjacente à la bordure de la safe zone, on s'entend.
parce qu'on ne peut rien mettre à l'intérieur de ça. Ça fonctionne pour les events aussi. Quand on prend une carte event et qu'ils nous disent par exemple de placer quelque chose, on doit lancer encore ces 2 dés pour savoir quelles sont les coordonnées sur le plateau où le mettre. Donc si ça tombe dans la safe zone, on les met sur une case adjacente. Et si par exemple ça tomberait par exemple dans le pit, on met aussi sur une case qui est adjacente au pit, parce qu'on ne peut pas le mettre à l'intérieur du pit ou directement sur le pit. Voilà, donc ça c'est pour le placement des objets. Maintenant il nous reste à placer des minions, donc on fait la même chose, on lance les dés, chacun met des minions, 2 minions dans sa propre zone, ici dans son propre plateau, l'autre met 2 minions dans son propre plateau aussi, et voilà, le positionnement est fait. Donc voilà, donc ça c'est pour le setup. On mélange les cartes bien évidemment, on mélange les trésors bien évidemment, et on mélange nos propres decks. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il reste à savoir comment fonctionnent les différents tours. Donc, pour une partie, il y a 8 tours. On peut voir ici qu'ils sont indiqués, donc on pourrait mettre un cube pour nous indiquer sur quel tour on est, comme ceci par exemple. Donc nous avons le premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Une fois arrivé dans le quatrième tour, c'est à ce moment-là qu'on enlèverait par exemple le pit, et qu'on y mettrait le boss à la place, on enlève ça, et là on recommence encore une fois 4 tours, donc on serait au 5e tour, 6e tour, 7e tour, 8e tour, et si à la fin du 8e tour, le boss n'est pas mort, la partie est perdue. Voilà. Donc là je vais remettre le pit. C'est une miniature, ça se défait un petit morceau, c'est un prototype, on va recoller ça comme ça. Donc voilà. Je pense que je l'ai mis au milieu, si je me trompe pas, comme ça, non? Quelque chose comme ça. Bref, c'est pas si grave, ou plus comme ça peut-être. Voilà, bon. Voilà. Donc ça, c'est comment fonctionnent les différents tours, comment fonctionnent les différents rounds. En gros, vous en avez 8 et vous devez tuer le boss avant la fin du 8e. Et donc, comme je le répète, il apparaît au 4e. C'est pour ça que nous avons le feu indicateur qui nous dit que c'est le moment où le pit s'est détruit. Bon, je me répète, mais c'est ça. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir regarder comment fonctionne un tour de joueur. Donc la première phase, nous avons d'abord plusieurs phases. Donc au début d'un tour, nous avons la phase d'événement, la phase des joueurs, la phase des monstres et le time warp. Donc, comment ça fonctionne les différentes phases? On y va. Donc, la première chose à faire, c'est la phase d'événement. La phase d'événement, c'est assez simple. Nous sommes au tour numéro 1. Chacun des joueurs doit faire la même chose. Donc, chacun des joueurs au tour 1 doit prendre un event. Dans ces cas-là, chacun prend un event et fait ce qui est indiqué dessus. Nous avons plusieurs types d'events. Nous avons des events de terrain. Nous avons des events normaux, où c'est écrit event dessus. Nous avons des pièges, des traps, et nous avons des fois des monstres qui doivent apparaître, donc des mini-boss qui doivent apparaître. Donc dans le cas d'un mini-boss, par exemple, celui qui tire l'event, comme chacun des joueurs au premier tour en tire chacun un, le premier qui le pose, lance ses dés noirs et blancs et le pose à la coordonnée qui est indiquée. Voilà. Donc on se retrouverait par exemple avec un monstre comme ça à peu près ici, et il le pose bien évidemment dans sa grande tuile de zone à lui de son côté. Ça c'était l'exemple avec ce personnage là. Dans le cas d'une trap, c'est la même chose. Il relance encore les dés, il regarde les coordonnées, et là à ce moment là il prend un pion piège comme ceci, et il le poserait donc dans sa zone pour indiquer que le piège est ici. Voilà. On peut voir que sur le piège, il y a plusieurs informations. Il y a une zone qui a des déclenchements d'ailleurs. Donc, si à partir du moment où un des personnages, et pas les monstres, mais un des héros rentre dans la zone rouge indiquée ici autour du centre du piège, et ben ça se déclenche et il se passe ça. D'accord ? Ensuite nous avons les events normaux, donc par exemple là ils disent de placer une ligne de mur, donc encore une fois avec 3 morceaux de mur pour faire une place, donc on replace, on relance pour mettre le premier, puis après on fait les autres pour faire la ligne de mur au complète. Et nous avons les fameux terrains ici qui en gros en fait nous disent en lançant
le dé, pouf, comme ça, où est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et puis c'est à peu près tout, donc en gros. Donc ce sont principalement les différents événements qui pourraient arriver quand vous devez en tirer. Donc ça va mettre énormément de diversité à chaque début de tour, pour justement, et vu le gros paquet de cartes que nous avons là, qui est vraiment énorme, nous avons vraiment l'embarras de choix. Donc, comment fonctionne la première... Donc ça, c'était l'event au tour 1. Au tour numéro 2, ce serait la même chose pour l'event. On recommencerait un event, mais cette fois-ci, chacun joueur tirerait chacun 2 events et ferait ce qu'il y a à faire. Au numéro 3, 3 events. Au numéro 4, 4 events. Au numéro 5, il n'y aurait plus d'event. Donc, quand le boss est là, prochaine fois qu'on recommence les 4 dernières phases, on ne tire plus d'event. Il y aura assez de bordel sur le plateau pour essayer justement déjà de survivre et de compléter la partie. Donc on n'aura plus besoin de tirer d'event ou de cartes d'event supplémentaires pour aucun des joueurs. Chose supplémentaire qu'on place aussi, c'est qu'au début de chaque tour, on fait dans l'event, on tire une event bien évidemment, mais aussi on place un trésor. Donc on prend un jeton de trésor ici, on relance encore les dés, vous l'aurez compris, et chacun des joueurs place un trésor dans sa zone avec les coordonnées de ses dés blancs et de ses dés noirs. Voilà. Donc ça, c'est la phase d'événement. Ensuite, nous avons la phase des joueurs. Donc la phase des joueurs, en fait, chaque joueur pendant son tour peut faire 4 actions. Il y a des actions qui coûtent une action, en gros, des points d'action, et il y a des actions qui coûtent rien du tout et que vous pouvez faire à l'infini. Donc, parmi les actions qui coûtent quelque chose, nous en avons 3. Nous avons le déplacement. Donc, le déplacement est assez simple. On regarde notre personnage, on regarde combien de déplacements il y a indiqué ici et on se déplace. Quand on se déplace, on peut se déplacer de façon horizontale, de façon verticale et de façon diagonale. On ne peut pas, bien évidemment, passer au travers des murs, et à partir du moment où on tombe dans la zone d'effet d'un piège, on s'arrête et on subit le piège. Si on s'arrête aussi à côté d'un monstre comme celui-ci, donc juste autour et à côté, on ne peut plus finir le mouvement, on s'arrête et le monstre nous attaque. Le monstre en fait nous a vu en chemin pendant notre déplacement et il nous attaque par surprise et il nous tombe dessus, donc c'est lui qui nous attaque. Le fait de nous attaquer comme ça fait en sorte qu'il ne peut le faire qu'une seule fois. Et quand on va recommencer le prochain tour, ou notre prochaine action, le monstre ne pourra pas nous attaquer parce qu'on était déjà à côté et qu'il l'a fait. Il nous a juste surpris pendant notre déplacement d'après. Donc si par exemple je me redéplace encore une fois, même si je suis à côté, il ne va pas me réattaquer encore. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, ça c'est pour les mouvements. Les mouvements, il y en a deux autres types de mouvements qui sont considérés, qu'on pourrait aussi regarder dans nos cartes. Ce serait la possibilité de voler, ou je sais pas si lui là, mais il y a aussi la possibilité de se téléporter. Donc je pense que c'est plus peut-être l'autre qui l'a, mais en gros vous avez deux choses. Soit vous pouvez voler, soit vous pouvez vous téléporter. Donc imaginons je veux utiliser une action pour voler. Dans ces cas-là, je me déplace, je peux passer au-dessus des ennemis, je peux passer, c'est ça, au-dessus des ennemis, je peux passer au-dessus des murs, je peux passer au-dessus de tout, à partir du moment où la fin de mon mouvement ne soit pas sur un truc qui bloque, comme directement sur un mur, je peux pas passer et m'arrêter sur un décor, on va dire, ou même sur un ennemi, mais par exemple, si je m'arrête à côté d'un ennemi, l'ennemi m'aura vu voler, et donc, en m'arrêtant juste à côté de lui, il m'attaquera pareil, pas par surprise, mais il m'aura vu venir. Voilà. Contrairement à un téléporte, la téléportation, donc l'habilité de téléportation, si par exemple avec la téléportation c'est pareil, on peut aller où on veut, et on décide de s'arrêter en téléportation juste à côté d'un ennemi, cette fois-ci l'ennemi nous attaquera pas, parce que l'ennemi nous a pas vu venir, c'est une attaque que nous ferons par surprise sur l'ennemi, et ce sera plutôt l'inverse que d'habitude. Donc c'est une bonne technique aussi pour attaquer un ennemi du premier coup, plutôt que d'essayer en gros voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'était le déplacement en gros. Ensuite par exemple on peut aussi dépenser une action pour détruire un morceau de mur, donc je me déplace et là ma prochaine action c'est détruire un morceau de mur, je l'enlève et puis je me retrouve avec un petit passage supplémentaire pour y arriver.
Donc ça, c'est une autre. Une autre action aussi, c'est attaquer. Donc, je peux dépenser une action pour attaquer. Donc, quand j'attaque, c'est assez simple. Je vais utiliser mes 4 dés. Donc, si j'attaque, par exemple, contre un ennemi, je vais utiliser mes 4 dés. Imaginons que ce soit le minion. On voit que le minion ici, lui au niveau de sa défense, c'est 6D. Lui ne contre-attaque pas. Lors des attaques ou des combats, c'est pas moi j'attaque et tu essaies de te défendre et en même temps tu essaies de me faire mal. Non, non, c'est que moi je t'attaque, tu te défends. Si c'est toi qui m'attaques, c'est moi qui me défendrai à ce moment-là. Et c'est la même chose pour les joueurs. Il y en a un qui décide d'attaquer en premier et l'autre se défend et vice versa. Mais il n'y en a pas de moi je t'attaque et on pourrait me faire des dégâts en cours de route. Voilà. Donc en gros, le joueur lance ses 4 dés. Il regarde les résultats. Dans ce résultat-là, par exemple, j'ai 2 épées, un bouclier que j'ai pas besoin parce que finalement je fais une attaque et j'ai un bonus. Donc en gros, je me retrouve avec 3 épées. Donc là, je lui fais 3 dégâts. Lui, il a 6 de défense. Donc là, il m'annule complètement mes attaques. C'est pour ça que dans ce jeu, chacun des personnages a un deck. Donc au début du tour, on ramasse 5 cartes. On a toujours d'ailleurs 5 cartes au début de notre tour. Ça, j'avais oublié de le préciser, mais voilà. Donc on a toujours 5 cartes. On regarde un petit peu nos cartes. On peut utiliser toutes les cartes qu'on veut de façon illimitée pendant notre tour, parmi les 5 que nous avons. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, 2 cartes du même nom. Donc si j'avais par exemple Gatling Punch 2 fois, je pourrais pas faire pour mon attaque par exemple et booster mon attaque, faire Gatling Punch et encore une fois Gatling Punch pour pouvoir cumuler ces noms. Je ne peux malheureusement pas utiliser 2 fois, plus d'une fois par exemple, une carte avec un nom différent ou 2 fois avec, bref, vous m'aurez compris, je peux pas cumuler les mêmes types de cartes pendant une même action. Donc dans ce genre d'attaque, je pourrais par exemple utiliser plusieurs ou une ou plusieurs de mes cartes pour avoir un plus 2 pour celui-ci et un plus 1 ici. Donc on aurait ça. Et peut-être aussi un bonus supplémentaire dépendamment de ce qui est écrit sur la carte pour pouvoir booster mon attaque et essayer de le tuer du premier coup plutôt que de lui faire des dégâts cumulatifs et ne pas y arriver et de devoir le tuer en plusieurs actions, on va dire, ou peut-être même en plusieurs tours. Si par exemple j'attaque un ennemi ou un mini-boss comme celui-ci, lui il a une jauge de vie. Comment ça fonctionne? C'est que je vais prendre un petit cube de vie. Donc lui on voit qu'il a une jauge de vie. Imaginons que j'arrive à lui faire des dégâts, je dis n'importe quoi. Il a 5 de défense, il a des boucliers, il en a, mais finalement j'arrive en lançant tout ça à lui faire un dégât. Je mettrai un petit cube sur le côté gauche ici. Si j'arrive à lui faire plus de dégâts, j'avance ce petit cube et une fois qu'il est arrivé sur le bleu, eh ben, il est mort. Maintenant vous aurez pu remarquer que ce soit sur les plateaux des joueurs, le plateau des mini-boss ou même le plateau du boss ici, différentes couleurs dans leur jauge de vie. C'est normal. Parce que, en fait, ces jauges de vie nous donnent des bonus, justement, quand on les attaque. Et à quoi servent ces bonus? Eh bien, en fait, c'est pour avoir des power tokens. Donc, si je ne me trompe pas, ce serait cette couleur-là. Les power tokens sont très importants et essentiels et servent à faire évoluer notre personnage. Nous avons notre deck de base au niveau des cartes et des attaques, mais celui-ci ne peut pas changer. C'est toujours celui-ci que nous avons. On a toujours 5 et il n'y en a pas de plus forte qu'en cours de route, nous pouvons changer. Mais vous aurez remarqué, comme je vous l'ai expliqué au début du tour, c'est que sur les plateaux des joueurs, nous avons des habilités ici que nous pouvons débloquer. La première ligne du haut, c'est les habilités de tier 1, les tiers 2 et le tier 3. Ceux-ci peuvent être débloqués par le biais de quoi? Justement de Power Token. Vous pouvez voir dans le petit coin de chacune des habilités un certain nombre de petites coches jaunes, on va dire. Donc je pense que c'est peut-être assez visible ou pas dans ce coin-là. Et chacune d'elles va nous indiquer combien de petits cubes jaunes nous avons besoin pour le débloquer. Donc, dans le cas, par exemple, de celle-ci en haut à gauche, on voit qu'on a 2 petits cubes jaunes, 2 petits trucs jaunes. Ça veut dire qu'il m'en faudrait 2 cubes comme ça pour débloquer celle-ci. La liste de ces habilités et ce qu'elles font sont sur une petite fiche comme ceci, que chacun des héros et des joueurs pourront prendre. Donc, par exemple, je vais prendre celui avec lequel je fais l'exemple, Erizel, si je le prononce bien. Et nous avons ici, en fait, les habilités de tier 1,
que vous pouvez voir avec la petite forme, les tiers 2 ici avec la petite forme ici avec les petits pic-pic, et les tiers 3 qui ont les choses sur les côtés ici. Voilà, donc chacune d'elles sont indiquées. Donc vous avez même une habilité de tiers 0 ici en haut qui elle est activée dès le début. Chacun des héros a une habilité justement ici, et donc vous avez ceci pour pouvoir, comment ça s'appelle, qui est gratuite, et les autres, faut les débloquer. Donc voilà. Donc ensuite, comment ça fonctionne? Pourquoi on parlait donc de ces couleurs dans la barre de vie? C'est que au fur et à mesure qu'on avance dans les dégâts, donc imaginons qu'on fasse des dégâts sur... Un joueur fait des dégâts sur nous, ou un ennemi fait des dégâts sur nous. La jauge avance, à partir du moment où elle arrive dans la jaune ici, donc perdu 3 points de vie, et bien la personne, le héros, par exemple, qui m'aura fait des dégâts jusqu'ici, lui va gagner un petit cube jaune pour comme bonus d'avoir réussi à me faire perdre ces points de vie là. Donc on le mettrait ici dans cette petite zone pour indiquer que c'est le petit puits là, où on pourra mettre tout ça. En continuant de descendre comme ça, arrivé ici, j'en aurai par exemple un autre encore, comme ceci. Et arrivé par exemple à la mort, ici, il m'aurait tué. Si je parle d'un héros qui m'aurait attaqué, il m'aurait tué, et là, à ce moment-là, il en aurait reçu 2 directement. Donc il serait retrouvé avec 4 à la fin comme ceci, ou plus, hein, bien évidemment. Et à la fin du tour, tout seul, hein, ou à la fin du tour des joueurs, par exemple, des players, on pourra dépenser, et pas pendant, donc il faudra faire toutes nos actions et finir notre tour de joueur. Les joueurs peuvent dépenser ces cubes-là pour débloquer les fameuses habilités sur leur propre personnage, et donc essayer d'augmenter et faire diversifier son personnage et le rendre plus personnalisé, comme je veux le dire, et donc plus unique pour le style de combat qu'on aimerait faire pendant cette partie-là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut bien évidemment tout débloquer si on veut, si nous avons le temps et si on y arrive. Mais si on n'y arrive pas, on peut avoir différents styles de jeu à chaque partie, et c'est ça, c'est intéressant. Donc là, par exemple, je voudrais débloquer celle-ci. Ça m'en prend 2. Je prends 2 cubes jaunes de mon pool de cubes. J'en mets un ici pour me rappeler que c'est celui-ci que j'ai débloqué, et l'autre, je l'enlève. Donc voilà. Vous pouvez voir aussi, possiblement ici, que nous avons cette habilité qui est avec une ligne jaune ici pour l'autre en dessous. Ce qui veut dire que si on veut débloquer l'habilité de tier 2 ici, il va falloir obligatoirement débloquer l'habilité de tier 1 au-dessus pour être capable de la rendre disponible après. Voilà. Comment ça fonctionne encore aussi? Pour être capable de débloquer, comme pourquoi on parle de tier 0, tier 1, tier 2, tier 3, c'est parce qu'en fait, il faut arriver à débloquer au fur et à mesure. Donc, si je débloque une des habilités de tier 1 en haut, ça me donne la possibilité de débloquer ensuite une habilité de tier 2. Mais si je veux débloquer une habilité de tier 3, par exemple, celle qui est complètement du côté gauche ou celle de tier 3 du côté droit, il faudrait que je débloque toutes les habilités d'un côté pour être capable d'aller chercher celle-ci qui coûterait 4 de base pour pouvoir l'avoir. 4 tokens de power token pour pouvoir l'avoir. Donc c'est la même chose, si je veux avoir celle qui est en bas à droite, de tier 3 en bas, il faudrait que je débloque toutes celles qui sont du côté droit, de 1 et de 2, pour avoir la capacité de pouvoir le rendre disponible et le débloquer. Voilà, donc je pense qu'on a fait pas mal le tour avec tout ce qui est des habilités, comment les débloquer, comment les recevoir. Donc en gros, si vous battez contre un ennemi normal comme ceci, c'est la même chose. Un jaune, vous en recevrez un bleu, il mord, il vous en donne 2. Autre moyen d'avoir des tokens comme ceci, c'est soit bien évidemment, quand on va ramasser des trésors, donc on peut, je vais directement en fait, y aller avec les trésors. Donc là on a vu l'attaque, on a vu le mouvement, on a vu il y avait la troisième action qui était aussi d'enlever un morceau de mur. Parmi les actions gratuites, nous avons la possibilité de ouvrir un trésor. Donc le trésor, on peut soit l'ouvrir de façon normale et peut-être tomber sur un trésor. Donc nous avons 3 types. Soit nous avons des trésors classiques, il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres, mais c'est pour vous dire qu'il y a ça. Sinon nous avons aussi des mimiques, donc ça ce sont des ennemis qui vous attaquent et qui meurent automatiquement. Donc en gros ils vous ont attaqué, vous prenez des dégâts et donc vous recevez un token.
Et soit vous avez aussi des Mimic Rex, qui est la même chose, une surprise avec un Mimic Rex, celui-ci puis ça, mais sauf que vous recevrez 2 Power Tokens à la place. Donc soit vous l'ouvrez, et vous prenez une chance d'avoir quelque chose ou un monstre, soit vous pouvez attaquer le coffre, donc dans ces cas-là, vous faites une action d'attaque, et dans ces cas-là, si c'est un mimique qui est caché derrière, ben, vous battez contre lui, vous le tuez, et là vous ne prenez pas les dommages, et donc vous recevez les récompenses et tout ça. Donc ça c'est un risque à prendre. L'autre chose, c'est au niveau des pièges. Donc par exemple, je suis à côté d'un piège, celui-ci, ou dans sa zone, et je vais essayer de le désarmer. Les 2 possibilités. Soit je peux dépenser une action. Normalement c'est gratuit, mais il y a une exception, c'est que je pourrais dépenser une action pour essayer de défaire le piège. Dans ces cas-là, le piège se désactive et je ne prends pas les dégâts, parce que en contrepartie, j'ai perdu une action pour ça. Soit je peux le faire gratuitement et prendre un risque. Dans ces cas-là, quand je le fais gratuitement et que je veux prendre un risque, je lance un dé. Je regarde la valeur, donc imaginons qu'on a le piège est ici. Nous avons une valeur ici, je prends le dé, je lance le dé. Si ma valeur est égale ou supérieure à ce qui est écrit là, j'ai réussi. Si c'est pas le cas, le piège se déclenche, ce qui est écrit en dessous me fait mal, et en plus le piège n'est pas désactivé. Voilà, donc c'est un risque. Ça me coûte pas d'action pour le faire, mais je prends un risque d'y arriver, du tout ou rien finalement, d'y arriver ou pas du tout, et de le laisser là. Alors que si je dépense une action pour l'enlever, ben là, dans ce cas-là, il est enlevé, c'est certain, mais j'ai perdu une action pour ça. Voilà. Donc ça, c'est une des actions gratuites. Nous avons donc le coffre, nous avons donc les pièges. Autre action gratuite, nous pouvons donc utiliser une carte d'habilité, bien évidemment, celles qui sont dans nos mains, parmi les 5 que nous avons dans notre main au début du tour. Nous pouvons aussi détruire un trésor ou un artefact. Donc par exemple, on récupère des trésors. Les trésors, on en a plein dans nos, parce que nous avons que 4 emplacements pour les trésors. Nous en avons un nouveau, puis ça ne nous intéresse pas, on peut le détruire. Dans ces cas-là, on le mettrait dans les défausses de ce côté-là. Nous avons aussi la possibilité de se défendre contre une attaque. Bien évidemment, c'est gratuit de se défendre contre une attaque. Donc si un monstre nous attaque ou un joueur nous attaque, on peut se défendre en lançant des dés. Voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est la phase du joueur. Ah, donc à la fin quand tous les joueurs ont fait toutes leurs actions et que c'est terminé pour eux, c'est le moment de pouvoir dépenser les cubes de power. On peut pas le faire pendant ou même avant. Et donc de débloquer. Pourquoi ce serait essentiel, déjà d'une, pour personnaliser notre personnage et le rendre plus puissant avec des nouvelles habilités, mais aussi par le fait que quand on meurt, il se passe 2 choses. Si on meurt par un ennemi, on perd tous nos cubes, mais on ne perd pas les trésors que nous avons sur nous. Et on revient ici dans notre safe zone. Mais si c'est un joueur qui nous tue, il récupère tous nos power tokens que nous avions mis de côté dans notre panier, on va dire. Et en plus de ça, il a la capacité de nous voler un de nos trésors que nous avions dans notre inventaire. Donc il serait préférable, si on sent la soupe chaude et qu'on pense qu'on est près de mourir, de pouvoir récupérer, ou de pouvoir, d'utiliser nos cubes à la fin du tour des joueurs pour éviter que l'ennemi en tire avantage si on sent qu'on est proche de mourir et que lui pourrait en profiter pour nous tuer et nous voler tous nos cubes pour que lui puisse en profiter à la fin. Voilà, donc ça c'est un concept qui pourrait être intéressant. Quand on commence notre tour et que par exemple on est dans la safe zone, que ce soit pendant la partie où qu'on serait revenu dans la safe zone ou parce qu'on est mort, tout ça, quand on revient ici, qu'on commence ici, on récupère 2 points de vie, donc c'est un moyen de se soigner aussi, directement en commençant notre tour dans la safe zone. Donc ensuite nous avons les monstres. Les monstres, comment ils fonctionnent ? Eux, en fait, ils ont 2 choses. Soit il est à côté directement d'un héros et là, il attaque, il ne se déplace pas. Et il fait son attaque. Ses attaques, il lance pas de dés. Tout est inscrit directement sur ses cartes. Donc il est juste à suivre ce qui est écrit. Et nous, on se défend pour ça. Ce qu'on peut faire, c'est que s'il n'est pas capable, dans ces cas-là, il va se déplacer. Il va se déplacer seulement s'il est, bien évidemment, du héros le plus proche. Et seulement s'il le voit. Donc imaginons que lui, avec un déplacement de 5,
Le héros est là et lui il est là. Le mur l'empêche de le voir, donc il ne va pas vers le héros. Si le héros il peut le voir, dans ces cas-là, il peut se déplacer de 5 avec le chemin le plus court pour essayer d'aller à côté et ensuite l'attaquer. Voilà. Autre chose, imaginons que il se retrouve face à un mur, il ne voit pas l'héros, mais il doit quand même se déplacer. À ce moment-là, s'il ne peut pas aller vers un héros qu'il ne voit pas, qu'il ne voit pas, c'est ça, on va lancer le dé de déplacement qui se trouve ici, comme ceci, et ça va nous indiquer la direction. Donc ça se peut très bien évidemment, que là, ça nous dit que ça va aller vers la gauche, pardon. Donc imaginons, je lance comme ça, là, ça va vers la gauche, nous avons vers la droite, mais nous avons aussi des fois dans la diagonale. Donc la diagonale pourrait nous dire d'aller dans ce sens-là, comme ça ou comme ça. Donc on lance le dé, et on déplace le monstre du nombre de cases qui est indiqué sur sa carte ici. Imaginons qu'il se retrouve à aller vers un mur, dans ces cas-là, il va dans le sens opposé. C'est comme si en fait il a avancé, puis pouf, il recogne, et puis il ricoche, ou il rebondit, puis il va dans l'autre sens. S'il se retrouve par exemple entouré de murs, comme ceci, et donc il ne peut pas sortir, complètement entouré, dans ces cas-là, il ne bouge pas. Ok ? Donc ça aussi c'est une autre possibilité d'en coincer un. Donc ça c'est à peu près tout pour la phase des monstres. Bien évidemment, s'ils se déplacent et ils arrivent dans un piège, ils ne se déclenchent pas quand ils sont dans la zone du piège, mais ils vont s'arrêter pour ne pas tomber sur le piège. Ils sont pas bêtes à ce point-là, ça les intéresse pas, donc ils vont s'arrêter juste avant. Voilà. Ils ne peuvent pas se déplacer au travers des murs, ils ne peuvent pas se déplacer au travers des objets, donc c'est pas mal ça. Ensuite nous avons quand c'est le boss qui, lui, est sur le combat, et là, pardon, dans l'ordre, c'est toujours le boss en premier, quand c'est la phase des monstres, ensuite ce sont les mini-boss, ensuite ce sont les minions. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne, les plus puissants au moins forts. Lui, par exemple, quand il arrive, ses habilités, comment ils fonctionnent. Donc, imaginons le boss est arrivé, nous avons ces fameuses jauges de vie ici, il a des habilités en dessous, ces habilités sont cumulatives, donc par exemple, on lui fait des dégâts ici, ça commence ici, là, ici, donc quand il est dans cette zone-là où on lui fait des dégâts, il fait l'habilité qui est là, à partir du moment où il dépasse ici, on voit les petits trucs jaunes ici, il se retrouve à faire ses habilités plus celle-ci, ensuite quand il arrive ici, il ferait ces trois habilités-là, parce qu'on est arrivé dans la zone la plus loin. Ici, nous avons ces fameuses statistiques pour attaque, défense et déplacement. Ici, nous avons différentes habilités de différentes couleurs. Donc, pour déterminer quelle est celle qui va faire quand c'est son tour, on le lance. Ça nous indique la couleur et on sait par exemple quelle est l'habilité qu'il va faire. Et nous avons ici le résumé des habilités. Donc, au début, ce qu'il fait, c'est que il utilise les habilités qui sont en haut. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer en mode Rampage, donc Rampage c'est ici, et ensuite ce qu'il va faire, c'est il va se déplacer et attaquer, donc il va se déplacer et faire ses attaques. Voilà. Alors que lui, quand il se déplace, par exemple, lui est en mode complètement fou allié, donc il passe au travers de tout, il détruit les murs, il détruit tout ce qui passe, donc les trésors, peu importe, là il passe au travers et puis il détruit tout. Voilà, c'est pareil pour les monstres, hein. Les monstres s'ils passent au travers des trésors, ils détruisent les trésors et puis vous les perdez. S'ils passent, au travers aussi des souls, parce que des fois on peut avoir des petites souls comme ça qui peuvent nous donner des bonus, s'ils passent au travers, ou je sais plus si c'est celle-ci par exemple, Ability Stone plutôt, mais bref, s'ils passent au travers de ça, le truc il disparaît malheureusement et puis il est plus disponible pour les joueurs. Voilà, donc ça c'est la phase des monstres. Donc pour finir, donc la dernière phase c'est le time wrap. Le time wrap en fait c'est assez simple. Chacun des joueurs se débarrasse, s'il n'a pas utilisé toutes ses cartes, ses 5 cartes en main, se débarrasse d'une de ses habilités qu'il met dans la défausse. Ensuite il repioche le nombre de cartes nécessaires pour en avoir 5 pour le prochain tour. Ensuite on fait avancer la différentes rounds ici pour indiquer où est-ce qu'on en est et voir si ça va déclencher la mise en place du boss, ce genre de choses. Donc voilà. Donc ensuite, quand tout ça est terminé, donc quand le boss est tué, on va dire, vous avez survécu, le boss est mort à la fin du 8e round ou avant la fin du 8e tour, c'est le moment de compter les points. Comment on compte les points? C'est facile. Si vous avez des cartes, par exemple des power token qui vous reste, ça fait des points supplémentaires. Celui qui a tué le boss avec son coup final, ça donne des points supplémentaires. Dépendamment des certains objets que vous auriez pu avoir, ça donne des points supplémentaires. Il y a un petit mélange de tout ça.
autre chose, il y a aussi le fait que vous pouvez perdre des points. Donc à chaque fois que vous mourrez, vous allez, comme vous le savez, perdre vos power tokens, mais vous allez récupérer aussi un pit token ici, comme un malus, qui à la fin que vous mettrez à côté de votre personnage et qui va indiquer en fait que vous allez perdre des points. Donc plus vous avez de petits cubes comme ça, plus vous allez perdre de points à la fin sur le total que vous avez fait. Donc ça, c'est pas négligeable à essayer de regarder ou de contrôler tout ceci pendant votre combat. Donc je pense que j'ai pas mal fait le tour du jeu dans son ensemble et présenté pas mal, en gros, comment fonctionne le jeu et ses différentes mécaniques. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche, la belling. Je fais super bien la cloche. Donc voilà, je vous ai présenté les mécaniques, je regardais un petit peu le jeu. Je trouve que le matériel en soi, même si c'est un prototype, même si on a juste 2 héros, un seul boss, des standees, peut-être il y aura des miniatures à la place des monstres, à la place des standees pour les monstres, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir je ne sais même pas quelle version il y aura de disponible sur le Kickstarter. Est-ce qu'il y aura une version miniature, une version standees? Je ne sais pas. Je sais pertinemment, par exemple, qu'il y aura plus de monstres, plus de variations de monstres, plus de boss, j'en avais qu'un seul, et je sais qu'à la base, je pense qu'il y en a 4, si je dis pas de bêtises, dans les règles, à la base, ou même petite 5, je sais plus. Il y aura sûrement plein de choses qui vont se débloquer avec des stretch goals, tout ça. Le jeu sera disponible bien évidemment en français, ça c'est cool. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu? Ben, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Bon, c'est pas trop mon style de jeu en général, les jeux de combat d'arène, parce que je suis pas très bon. C'est juste ça, je suis juste pas très bon, ok? Donc c'est simplement pour ça que j'accroche moyennement avec ce type de jeu. Mais par exemple, j'ai adoré mon expérience. Et ce qui m'a beaucoup plu dans tout ça, c'est la diversité et la rejouabilité. Le paquet d'events est quand même très très gros. À chaque partie ou à chaque tour, ça change à chaque fois, donc ça c'est cool. Les personnages sont asymétriques, ça c'est cool, donc ils se jouent complètement différents, ils ont rien en commun, ça j'aime aussi. Leur paquet de cartes est quand même très très cool aussi. Leurs habilités qu'on peut débloquer, il y en a suffisamment pour à chaque partie rendre votre personnage différent ou d'adapter votre personnage en fonction de comment se déroule le combat ou la partie de manière générale contre l'autre joueur ou contre le jeu en lui-même. Donc ça rend le jeu plus diversifié et ça c'est cool. Le jeu est simple à apprendre, vous avez vu, il n'y a pas 1 million de règles. Les règles sont pas compliquées. Je suppose qu'il est difficile à maîtriser, bien évidemment, parce que il faut assimiler les cartes. Il y a quand même beaucoup de cartes différentes pour chacun des personnages, et elles sont toutes différentes aussi pour chacun des personnages, comme vous l'aurez compris. Donc, à force de jouer avec tous ces héros-là, contre tous ces boss-là aussi, ça rend aussi énormément le jeu diversifié à chaque partie. Les monstres aussi, je suppose que dans le Kickstarter, il y en aura plein d'autres différents, donc c'est sûr, ça va rajouter de la rejouabilité et de la diversité dans le jeu, et ça c'est cool. Donc j'aime, c'est le gros point fort. Stratégique, difficile à maîtriser, et ça c'est très cool parce que ça nous donne juste le goût de pouvoir rejouer plusieurs fois pour essayer devenir un pro, on va dire. Beaucoup de monstres différents, beaucoup d'events différents, donc beaucoup de rejouabilité seulement, c'est ça le gros point fort. Le prototype est quand même très bien fait, on s'entend. La qualité de tout ça, c'est quand même très bien, donc la version finale va être parfaite aussi. J'aime beaucoup. Les miniatures sont très jolies et sont quand même assez détaillées. Pour le prototype, c'est quand même assez détaillé. J'ai hâte de voir les autres pendant la campagne, comme vous finalement. Donc voilà, donc mon opinion, c'est que j'ai beaucoup aimé le jeu et je vous le recommande. Si c'est le type de jeu qui vous intéresse, bien évidemment. Voilà, donc c'est tout, j'ai fait le tour. Question pour vous, est-ce que c'est le type de jeu qui vous intéresse? Seriez-vous tenté par ce Kickstarter ou par ce jeu pendant la campagne Kickstarter? Si c'est oui, dites-moi pourquoi oui, pourquoi et non, et pourquoi dans les commentaires. Allez-y à fond, je lis et je réponds à tout le monde, ça vous le savez. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran.
qui proviennent de ma chaîne. Si vous ennuyez, vous avez rien d'autre à faire ou vous voulez m'aider à me positionner encore plus dans les statistiques de YouTube, ça serait cool. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, jouez bien, dépensez bien, prenez soin de votre famille et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Voilà.